Dans une maison individuelle avec jardin, balançoire et barbecue. Voilà, je vous présente Bussy-Saint-Georges, le paradis de la maison individuelle. Un endroit rêvé, résidentiel, à la manière des grandes banlieues américaines. En fait, on est dans Desperate Housewives ici. Et cette forme d'habitat représente d'ailleurs toujours une forme d'épanouissement, d'aboutissement individuel, de vie rêvée. Aujourd'hui, un Français sur 6 a choisi de vivre dans ce genre de territoire, entre la ville et la campagne. Nous sommes au cœur de Marne-la-Vallée, à Bussy-Saint-Georges, un petit village que 30 années de construction de logements ont transformé en ville. Imaginez ce village au début des années 80. C'était un bourg de 500 habitants, perdu au milieu des champs. En l'espace d'une dizaine d'années, la population, attirée par l'implantation de nombreux lotissements, s'était déjà multipliée par 3. Depuis, les chiffres n'ont cessé de progresser. En 2013, on compte 25 000 habitants. Vu du ciel, le but des architectes et des urbanistes semble très clair. Les plans sont conçus pour que chacun ait son jardin, son garage et sa tranquillité. Un mode de vie que connaît bien Gérard Mermet. Ce sociologue observe à la loupe l'évolution de notre société depuis plus de 40 ans. Nos petites habitudes n'ont donc aucun secret pour lui. Il y a une expression qui s'appelle la marée pavillonnaire. Ça veut dire qu'ici, où nous nous trouvons, tout a été grignoté sur la nature en fait. Marée pavillonnaire, ça veut dire qu'au fond, il y a eu une espèce d'invasion. On a beaucoup construit depuis les années 70, 80, parce que dans un premier temps, on faisait des immeubles collectifs et puis s'est aperçu que c'était pas ce dont les Français rêvaient. Aujourd'hui, plus de 80% des Français, si vous leur demandez, vous disent je préfère habiter en maison par rapport à un appartement collectif. Mais il y en a 57% qui ont réalisé ce rêve puisqu'ils habitent dans une maison. Donc on a privilégié l'étalement urbain et puis ça correspondait aussi à l'accompagnement de ce phénomène qui a été le développement de l'automobile dans la France en général et dans ces lotissements en particulier. Oui, mais alors justement, pourquoi cet engouement pour la maison individuelle? Tout d'abord parce que la maison, elle est inscrite très profondément dans notre culture. Elle se transmet de génération en génération. En tous les cas, l'idée de la maison, au point que lorsque vous demandez à un petit enfant de vous dessiner un logement, une habitation, même s'il habite dans une HLM, eh bien, va vous dessiner une maison avec sa cheminée et puis la fumée qui sort de la cheminée. Donc c'est quelque chose de très profond. Et puis, bien sûr, le symbole de la maison, c'est aussi davantage de liberté, c'est de l'espace avec de la verdure, de la nature et la possibilité de vivre pleinement sa vie en famille. Pourquoi est-ce un rêve? On imagine bien qu'il y a la notion de foyer. Le foyer, aujourd'hui, joue un rôle très important. D'une façon générale, que ce soit la maison ou l'appartement collectif, c'est un endroit dans lequel on passe beaucoup de temps, 18 heures par jour en moyenne en France, c'est considérable. Donc vous enlevez 8 heures de sommeil, il reste 10 heures consacrées au domicile. Il faut bien préciser que c'est une moyenne avec les inactifs. Bien sûr, et qui est poussée vers le haut par la forte importance des inactifs. C'est un endroit dans lequel on investit beaucoup. Vous savez que c'est le premier budget des ménages depuis le début des années 90, 25% du revenu disponible des Français. Et puis c'est un endroit où on investit affectivement parce que devant ce monde un petit peu dangereux, menaçant, eh bien on se protège et on a envie de créer cette sphère domestique dans laquelle on va se sentir bien et en sécurité. Alors comment vit-on dans ces logements implantés de façon un peu artificielle dans la campagne, loin des centres-villes, des commerces ou des administrations? Que trouvent ici les habitants qu'ils n'avaient pas rencontrés ailleurs? Venue du Nord-Pas-de-Calais, Christine Aranda a d'abord vécu dans un immeuble à la périphérie de Paris avant de s'installer à Bussy il y a 13 ans. Un choix qu'elle n'a jamais regretté. J'habite une ville, je suis pas banlieusarde du tout. Moi j'habite Bussy-Saint-Georges, je suis buxan-georgienne, j'habite une ville
Laurence et Ludovic Boutillier sont parisiens d'origine. Il y a 8 ans, ils ont quitté la capitale pour offrir à leurs 5 enfants et à leur famille recomposée un espace plus grand à un prix raisonnable. Pour moi, c'était pas un rêve d'avoir une maison avec un jardin. C'est pas du tout un rêve. Mon rêve, c'était plutôt de rester dans Paris. C'était plus ça. Yann Dubosc, lui, vient de Picardie. Il a été muté en région parisienne il y a 8 ans. Pour lui, s'installer à Bussy dans une maison avec jardin était une évidence. C'est vraiment un rêve abouti, construit, investi. Et les deux symboles, la chaise longue, le barbecue, voilà, pour moi, c'est un aboutissement. Je recherchais vraiment un cadre de vie plus agréable, avec de la vue, de l'espace. Donc on a pu faire construire une maison qui restait encore accessible aux Français moyens que nous sommes. Pour le même prix, à Paris, j'aurais un F2. J'ai été très longtemps en appartement, en région parisienne. Donc d'avoir un bien à moi, un bout de terre à moi, un enfant avec un jardin, pour moi, c'était assez bouleversant. C'est vraiment un aboutissement pour moi et un vrai projet familial. La maison, c'est un lieu confortable, un environnement protégé, serein. Alors, ça va? Il est quelle heure au fait? Une fois qu'on est rentré chez soi, que la porte est fermée, je n'aime pas être dérangé. Bonjour, chérie. Ouais, ça sent bon. Moi, j'ai vraiment bâti ma vie ici, comme si on avait notre place. Elle était là, en fait. On a la chance d'avoir un jardin, de pouvoir sortir. Donc, moins le besoin de s'évader le week-end. Donc, effectivement, là, du coup, on retrouve le concept de la vie à la campagne. Mais il y a beaucoup de désavantages. En pleine journée, c'est ville morte. C'est vraiment le syndrome de la ville nouvelle. Et évidemment, la journée, on est au travail. Donc, cette ville, elle se repose, mais elle dort pas. Elle attend qu'on rentre. On se fait pas vraiment à l'idée de la ville dortoir. Or, c'est une ville dortoir. Faut pas se voiler la face. La première chose que l'on a fait en arrivant ici, c'est de s'offrir un billard. On s'est dit, on pourra jouer au billard. La deuxième chose, ça a été un aquarium où on a mis des poissons pour les regarder nager. Moi, j'ai pas le sentiment que je vis dans un lotissement, je vis dans une maison. J'ai pas le même sentiment. Si, c'est un lotissement. Faut l'appeler par son nom. Le terme lotissement, pour moi, n'est pas un gros mot. C'est pas quelque chose de contraignant pour moi. Le lotissement, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est construit. Donc, non, je trouve ça plutôt positif. Mais en même temps, il y a une organisation de la vie quotidienne qui est un peu compliquée, puisqu'on est dans un quartier un peu excentré. La voiture, aujourd'hui, c'est quasiment un autre membre de la famille, quoi. C'est assez insupportable. La plupart du temps, vous verrez le week-end, c'est la transhumance vers les grands centres commerciaux. Il faut utiliser la voiture pour aller faire ses courses, pour aller chercher son pain. Le kilométrage par semaine, juste pour le quotidien, ça représente 200 km par semaine. Un vrai centre-ville, comme j'ai pu le voir dans d'autres villes, sur les cités, on n'en a pas, c'est pas un vrai centre-ville. En plus, on est loin du centre, nous. Ça, c'est la plus grosse des contraintes, l'utilisation du véhicule pour aller travailler ou pour prendre les transports en commun. Donc voilà, on a une vraie organisation de vie très millimétrée. Notre quotidien aujourd'hui se cale sur les horaires du RER. Chaque matin, Ludovic et Laurence se lèvent à 5h15 pour être prêts à partir à 6h. Les enfants se débrouillent et prennent le bus. Les parents vont mettre 15 minutes pour rejoindre la station de RER après avoir garé leur voiture dans un parking payant. Objectif, monter dans l'un des premiers trains. L'intérêt de prendre ce RER, c'est d'être assis, d'avoir de la place et de voyager dans de meilleures conditions. Et pas comme des bestiaux. Ludovic descend au bout de 30 minutes. Laurence continue jusqu'à la Défense. Il est 7h30. Donc voilà, et puis la tour est là, donc 2 minutes, je suis arrivée. De son côté, Yann a choisi de prendre sa voiture. Il démarre à 8h. Il sait qu'à 10 minutes près, il risque de tomber dans les embouteillages. Il met environ 1h10 pour parcourir 35 km, moyenne 17 km/h. Christine, épuisée par les transports en commun, a opté pour la voiture, mais en décalant ses horaires de travail pour éviter l'affluence sur les routes. L'occasion pour elle de pratiquer son activité favorite. Coucou ma fille, ça va? Téléphoner à sa fille. Elle part un peu avant 9h et met 45 minutes pour parcourir les 24 km qui la séparent de son bureau. Moyenne, 32 km/h. 11 millions de franciliens se déplacent ainsi pour se rendre à leur travail. Chaque jour, ils consacrent en moyenne 113 minutes à ces trajets entre leur domicile et leur lieu d'activité,
que ce soit en voiture ou en transport en commun. La plupart prennent leur voiture pour effectuer ce périple et les tronçons de route les plus chargés voient passer plus de 250 000 véhicules par jour. Des niveaux de trafic extrêmement élevés, les plus importants d'Europe, qui ont un impact évident sur le taux de pollution atmosphérique en Île-de-France. Est-ce que ce modèle continue à se développer en France ou est-ce qu'il tend à s'essouffler ? Je crois qu'il va s'essouffler dans la mesure où aujourd'hui le tout automobile qui est requis par le lotissement et le pavillon est plus difficile. Ça entraîne des coûts importants sur le plan individuel et puis un coût collectif sous forme de détérioration de l'environnement parce que c'est plus de CO2 qui va dans l'atmosphère. Alors si ce modèle-ci tend à s'essouffler, quel est le prochain ? Le prochain modèle, je crois qu'il ne sera pas unique. D'abord, tout va dépendre de ce qui se passe dans 20-30 ans, puisqu'il faut une génération pour réaménager le territoire au moins. Est-ce que la voiture va être remplacée par des modèles avec des consommations énergétiques très faibles ? Dans ce cas-là, on pourra continuer de déconcentrer. Sinon, il faudra densifier, il faudra verticaliser, il faudra au fond faire ce que disait Alphonse Allais, donc construire des villes à la campagne, mais en même temps, je crois aussi mettre un peu plus de campagne dans les villes.